Bonjour à tous. Les plantes vertes sont capables, à l'inverse des animaux, de fabriquer leur propre matière organique. Comment cela se passe-t-il? Et puis, quelles sont les différences entre les cellules animales et végétales? Cette vidéo est donc consacrée à la nutrition des plantes vertes, mais aussi à la photosynthèse. Ceci correspond aux attendus des savoirs et savoir-faire en vue du CTC ou certificat du tronc commun au terme de la 3e année secondaire. Les plantes et les animaux ont un grand point commun, c'est qu'ils sont tous deux constitués de matière organique. La matière organique, d'un point de vue chimique, est essentiellement constituée de molécules elles-mêmes constituées de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. La molécule la plus célèbre de la matière organique et au centre de tous les processus de fabrication ou d'utilisation de l'énergie est le glucose. Cependant, ce qui distingue la plante verte de l'animal est le fait que la plante verte est capable de fabriquer elle-même cette matière organique, tandis que l'animal en est incapable et doit se contenter de pouvoir trouver cette matière organique en consommant les plantes vertes qui, elles, contiennent la matière organique dont il a besoin. Ceci explique la position de la plante verte par rapport à l'animal dans une chaîne alimentaire. En effet, la plante verte se trouve en première position dans une chaîne alimentaire avant l'animal. Cette première place est occupée par celle du producteur, donc producteur de matière organique. Et les places suivantes sont occupées par les consommateurs de matière organique et donc les animaux. D'un point de vue vocabulaire, les plantes vertes sont donc des autotrophes, car elles sont capables de fabriquer elles-mêmes leur propre matière, tandis que les animaux font partie des hétérotrophes, donc les plantes fabriquent la matière organique dont elles sont constituées. Elles contiennent par exemple de l'amidon, qui est une macromolécule de glucides constituée elle-même d'un ensemble de molécules de glucose. On trouve par exemple de l'amidon dans les tubercules des pommes de terre. Ce sont des réserves nutritives essentielles lorsqu'un tubercule devra donner une nouvelle plante. On trouve aussi de l'amidon dans les graines, car ces graines auront besoin de ces réserves nutritives lors de la germination. Mais on trouve aussi plus simplement de l'amidon dans les feuilles des plantes et plus généralement dans les cellules qui constituent les plantes. On le verra plus loin. La plante verte, pour fabriquer son amidon et donc son glucose, doit trouver des éléments de la nature tels que le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Cela tombe bien car il y a justement du carbone dans le dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère, de l'hydrogène dans l'eau tout simplement et de l'oxygène dans l'eau mais aussi dans le dioxyde de carbone. Mais comme fabriquer du glucose nécessite de l'énergie, c'est le soleil qui va apporter cette énergie nécessaire. Ce processus de fabrication du glucose à partir de l'énergie lumineuse et des éléments de la nature que l'on vient de citer s'appelle la photosynthèse. On y reviendra un peu plus loin. Il est temps alors de décrire la cellule végétale, car elle est un peu différente de l'animal que l'on rappelle ici. Voici le modèle de la cellule végétale et dès le départ, on voit qu'il y a plus d'éléments que dans la cellule animale. Voici les éléments communs entre la cellule animale et végétale que je laisse en noir. D'abord, la membrane plasmique, qui est la paroi de la cellule, le noyau qui contient le matériel génétique et joue un rôle dans la reproduction, les mitochondries, qui sont des centrales énergétiques et qui permettent de fabriquer de l'énergie à partir du glucose et de l'oxygène, et enfin le cytoplasme, qui est le liquide dans lequel baignent tous ces éléments. Maintenant, je vais vous montrer les éléments qu'il y a en plus dans la cellule végétale par rapport à la cellule animale dans la couleur verte. D'abord, il y a la paroi cellulosique, qui est un double de la membrane plasmique et qui contient en particulier de la cellulose. Elle sert essentiellement au maintien de la plante, mais aussi à sa protection. Puis, nous avons les vacuoles, très grandes, et qui en fait sont des réserves d'eau. Vous savez que la plante nécessite beaucoup d'eau, et si les vacuoles sont bien remplies, cela permet à la plante de se tenir bien droite. Et puis, nous avons les chloroplastes. Ces organites contiennent de la chlorophylle, le pigment vert des plantes, et c'est à cet endroit que l'énergie lumineuse est captée pour pouvoir fabriquer du glucose à partir de l'eau et du dioxyde de carbone. C'est donc l'endroit de la photosynthèse, on en parle juste après. La taille de la cellule végétale est nettement plus importante que celle de la cellule animale. Voyez que la cellule végétale est de plus ou moins 200 micromètres,
contre 5 à 50 micromètres pour la cellule animale. Et voici au microscope optique un ensemble de cellules végétales dont on a mis en évidence les chloroplastes à l'aide d'un réactif. Voici maintenant la description du processus de la photosynthèse. Vous voyez un chloroplaste qui est le siège précisément de la photosynthèse. Les chloroplastes de la cellule végétale vont absorber le CO2 de l'atmosphère et l'eau, essentiellement par les racines. Les chloroplastes contiennent de la chlorophylle, qui est un pigment qui va absorber la lumière dans le processus de la photosynthèse. Ce pigment est responsable de la couleur verte des plantes d'ailleurs. Précisément, la chlorophylle du chloroplaste va absorber l'énergie lumineuse issue normalement du soleil. Il en résultera dans cette petite usine la production de glucose, C6H12O6, mais également d'oxygène et d'eau, essentiellement sous forme de vapeur. Vous comprenez maintenant pourquoi les plantes vertes produisent de l'oxygène. Mais elles ne peuvent le faire qu'en présence de lumière. Elles ne le feront pas la nuit, par exemple. Pour faire un peu de chimie, voici l'équation bilan de la photosynthèse. 6CO2 plus 12H2O plus énergie lumineuse va donner 6O2 plus 6H2O plus C6H12O6. Donc ce processus génial qui utilise la lumière permet de fabriquer des molécules de glucose. Et quand des molécules de glucose se mettent ensemble, cela forme de l'amidon, qui est en fait la réserve énergétique des plantes vertes. Donc on peut dire, si on veut formuler une définition, que la photosynthèse est le processus par lequel les plantes vertes synthétisent des matières organiques grâce à l'énergie lumineuse, à partir du dioxyde de carbone et de l'eau, puis en rejetant de l'oxygène et aussi de l'eau. Pour illustrer scientifiquement ce phénomène, voici un premier graphique qui montre bien que la photosynthèse est d'autant plus importante que l'intensité lumineuse est importante. Mais cela dépend aussi de la température. Si la température est trop basse, la photosynthèse sera moins importante, ce qui veut dire que la plante va moins fabriquer de glucose et donc va moins grandir. Ceci se confirme par ce graphique qui montre que la quantité de CO2 absorbée par la plante est moins importante pour des températures trop basses ou trop élevées. C'est comme s'il y avait une température idéale pour que la photosynthèse soit optimale ou pour que la plante grandisse bien. Cela dépend certainement de la plante, mais on comprendra aussi que c'est au printemps ou au début de l'été que les plantes, en général, poussent le plus car les températures sont plus idéales. On vient de voir comment les plantes produisent du glucose, qui sera utile non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour les animaux qui s'en nourrissent. Mais les plantes respirent-elles? Bien sûr que oui, vous le voyez ici, ce mécanisme de la respiration cellulaire est valable en général pour tous les vivants, donc pour les plantes et les animaux. Donc clairement, une plante consomme de l'oxygène qui va réagir avec le glucose dans ses mitochondries pour fabriquer sa propre énergie. La photosynthèse, c'est différent. Et on pourrait presque dire que c'est l'inverse. Cela se passe dans le chloroplaste et au contraire, la plante, dans le processus de la photosynthèse, va utiliser du dioxyde de carbone et de l'eau pour fabriquer du glucose et ce n'est possible qu'en présence de lumière. D'un point de vue chimique, les équations bilan sont différentes. Voici celle de la respiration cellulaire. On voit clairement que le but est bien de fabriquer de l'énergie à partir de l'oxygène et du glucose. Puis voici celle de la photosynthèse. A l'inverse, on voit ici que le but est de fabriquer du glucose et de l'oxygène à partir de dioxyde de carbone et d'eau, et en présence de lumière. C'est comme si les deux équations étaient inversées. Et de bien préciser que la respiration cellulaire, c'est aussi bien pour les plantes vertes et les animaux, et c'est toute la journée. Par contre, la photosynthèse, c'est uniquement chez les plantes vertes et uniquement en présence de lumière. Cela vaut également pour les plantes aquatiques, là où la lumière peut les atteindre, au cas où il y aurait un doute à ce sujet. Ces deux mécanismes, respiration cellulaire et photosynthèse, forment une sorte d'équilibre de par l'interaction d'échange qu'il existe entre les plantes et les animaux. Voici les plantes et les animaux représentés à l'aide de ces deux images, ainsi que les éléments qui sont échangés. Voici les flux de matière dans le cadre de la respiration cellulaire en rouge,
Aussi bien la plante que l'animal respirent et produisent de l'énergie à partir d'oxygène et de glucose, mais aussi rejettent de l'eau et du dioxyde de carbone. Et voici les flux de matière dans le cadre de la photosynthèse en vert. Ça se passe uniquement du côté de la plante qui va fabriquer du glucose, de l'eau et de l'oxygène à partir de l'énergie lumineuse et du dioxyde de carbone et de l'eau. Prenez le temps de vérifier ce schéma en mettant la vidéo sur pause et pour mieux le comprendre. L'idéal est que vous puissiez vous-même le représenter. Voilà, cette vidéo est terminée. À très bientôt pour une autre vidéo.